course de haies. Avant même de s'essayer à quelques mois des Jeux à un autre lancé, celui du disco. La technique est loin d'être parfaite, mais la puissance de Micheline fait le reste et lui permet en juillet 48 de se qualifier in extremis pour les Jeux. La préparation olympique de l'époque était loin, vous allez l'entendre, d'être aussi scientifique qu'elle l'est devenue aujourd'hui. Je faisais beaucoup de piano justement, puis j'habitais en Tunisie, alors je n'ai jamais fait de stage préparatoire. J'ai un entraîneur qui était d'ailleurs remarquable et qui m'a donné la passion de l'athlétisme. Je devais travailler 2 fois par semaine, un peu pendant 3 ou 4 mois, comme ça. Je lançais seulement le poids parce que le disque, justement, c'était un petit club, il n'y avait pas assez de dimension pour pouvoir lancer le disque. J'ai donc travaillé avec le poids. Et puis le son hauteur, j'avais juste la place de faire 5 pas. C'est comme ça que j'ai préparé. Et on m'a donné, pour me préparer, j'ai reçu une paire de quads. Et malgré cette préparation à minima, la Française va briller. Dès la première épreuve, le lancer du disque féminin programmé au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Le premier concours olympique d'athlétisme est le lancer du disque féminin. Le disque pèse 1 kg et le record du monde est de 48 mètres 31. Un concours dont l'Italienne Corda Gentile est la grande favorite, prend la tête dès le premier essai. Mais Micheline s'accroche et lancer après lancer se rapproche de sa rivale. Je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire comme performance. J'ai commencé déjà par faire la même chose qu'au championnat de France qui m'avait valu la sélection. Et après, sur les 6 jets, il y en a 5 où j'ai fait à chaque fois 1 mètre de plus et ça commençait à devenir intéressant. Après ce lancer, l'Italienne Gentile semble très inquiète. La Française se présente alors pour son dernier essai. C'est quand même mon dernier lancement et j'ai encore fait 1 mètre de plus et je suis passé devant tout le monde et c'était fini, la compétition était terminée, j'avais donc gagné. La Française obtient les honneurs olympiques. C'était vraiment tout à fait inespéré et on a beaucoup de mal à s'habituer brusquement à avoir gagné une épreuve pareille. Première victoire française, premier sourire. Un sourire, certes, mais ce succès tout aussi magnifique qu'inattendu va bouleverser le quotidien de la Française. J'étais complètement suffoqué d'étonnement, évidemment. Et pendant 2 ou 3 jours, j'ai reçu des tas de télégrammes. Enfin, j'étais très dérangée et tout à fait dans le brouillard, dans un rêve, oui, tout à fait dans un rêve, parce que je n'avais pas prévu de gagner du tout, là. J'espérais gagner peut-être le point, mais enfin, le disque était imprévu. Je ne sais pas comment j'aurais pris une victoire prévue, mais enfin, ça-là m'a complètement coupé les jambes. Et quand j'ai voulu aller m'entraîner pour lancer le poids ensuite, car il fallait que je gagne le poids malgré tout, si possible, eh bien, je lançais plusieurs mètres de moins. Et c'était catastrophique, puis il n'y avait rien à faire. Mais ça coupe les jambes de gagner comme ça. Fêté tard dans la nuit londonienne, à son retour à la résidence de l'équipe de France féminine, Micheline se met au piano et entame la sonate au clair de lune de Beethoven. Mais il faut ensuite ranger le piano, se pencher sur une autre tâche et digérer ce titre inattendu. Après 2-3 jours de balbutiements, Micheline échange le disque pour le poids, un concours féminin qui fait cette année-là son entrée au programme olympique et que la Française a survolé. Du poids féminin après l'essai de l'italienne Mademoiselle Piccini, voici la championne de France, Micheline Ostermeyer. Avec un jet de 13 mètres 75, Micheline Ostermeyer est proclamée championne olympique et pour la seconde fois fait hisser au son de la Marseillaise le pavillon français au grand mât olympique. Le record du monde pourtant ne sera pas battu à Londres ce jour-là, mais à Moscou, où la soviétique Sevriukova, dont la nation n'est pas encore reconnue par le CIO, établit un lancer à 14 mètres 59, soit 84 cm de mieux que Micheline. Mais après tout, qu'importe, l'or est à nouveau autour du cou de la Française qui rêve désormais d'un 3e titre dans une discipline bien différente, celle du saut en hauteur. Oui, Micheline sait tout faire dans un stade, lancer, courir ou encore sauter. Malheureusement, ce 7 août à Wembley, jour de clôture des épreuves d'athlétisme, les spectateurs londoniens ont autre chose à faire que d'admirer les sauteuses. Le saut en hauteur, comme c'était la dernière journée, il y avait des épreuves très importantes, les relais, et le public était fort agité. Au moment où
je courais après, mais bien concentré. Et on m'était occupé de ce qui se passait à l'extérieur, parce qu'autrement, on n'est pas concentré. L'hymne a éclaté pendant que j'étais en pleine course. Ça m'a beaucoup troublé parce que je me suis dit, bon, ils sont tous au garde à vue, et moi, je suis en train de courir. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter parce que j'étais lancée, puis j'aurais mieux fait, j'aurais peut-être réussi. En tout cas, là, j'ai raté. J'ai fait 3e, mais je n'étais pas capable de battre les 2 premières. Alors donc, j'ai rien à me reprocher. Non, rien de rien. Évidemment, Micheline achève son Olympiade sans aucun regret, avec un excédent de bagages de 3 médailles. Elle est même l'héroïne française de ces Jeux. Et c'est à ce titre qu'elle est reçue 2 mois plus tard avec les autres champions français à l'Élysée par le président de la République, Vincent Auriol, à 2 doigts de commettre un impair, comme l'explique le journaliste Olivier Margot. Le président de la République, le matin, s'est aperçu qu'une femme était dans la délégation. Il fallait lui remettre quelque chose. Panique dans le secrétariat du président. Finalement, on téléphone à Sèvres. Oui, on vient de recevoir 2 vases et on va donner un immense vase de quasiment 1 mètre de haut à Micheline Ostermeyer, qui évidemment ne sait pas quoi en faire et qui donc pose le vase et l'abandonne. Quand je dis abandonner, c'est qu'elle va être, à partir de ce moment-là, abandonnée par la République. Oui, il faudra 40 ans à la République pour reconnaître autrement que par un vase de Soissons le talent, ou plutôt les talents de la championne, aussi à l'aise, disque à la main que doigt virevoltant sur les touches noires et blanches. Une virtuose qui, vaincue par des problèmes au dos, abandonnera quelques années plus tard sa carrière de championne pour se consacrer à son art premier, le piano. Et penché sur son Steinway demi-queue, Ostermeyer continuera d'éblouir ses admirateurs et ses élèves du conservatoire durant des décennies. Des mélomanes qui ne savaient sans doute pas qu'ils avaient affaire là à la première double championne olympique française de l'histoire, une championne aujourd'hui quasiment oubliée. Micheline Ostermeyer, racontée par Christophe Cessieux, les Jeux Olympiques de 1948. Rapidement, les GG, vous entendez cette histoire. J'ai senti, Marc, que tu avais tiqué sur le fonctionnement, le mode de préparation à l'époque aux Jeux Olympiques 48. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Ça a changé, mais en même temps, que c'est bon de se replonger dans tout ce passé, d'entendre les sons et les musiques qui allaient avec ces événements à cette époque. En plus, je viens de voir en premier parce que c'était quasiment la France du général de Gaulle. Ah bah non, c'était Auriol. Quasiment. Il va attendre 10 ans pour retrouver le général. Oui, ça allait arriver. Pascal, un petit mot sur ce que tu as entendu, en tout cas ce que tu as envie de retenir. Pascal. Je retiens toujours la voix de Christophe qui... Vous m'entendez ? Oui, c'est bon.